Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui j'interroge Philippe Nicolas. À 62 ans, Philippe Nicolas est graveur et sculpteur sur pierre fine et sur pierre dure. On peut dire glypticien. Pendant 30 ans, il a travaillé pour toutes les plus grandes maisons de joaillerie. Il est devenu maître d'art puis chevalier des arts et des lettres. Et au bout de cette carrière exemplaire, il a décidé de relever un nouveau défi, en intégrant la maison Cartier, où depuis 10 ans, il continue à transmettre et à créer. Bonjour Philippe Nicolas. Bonjour Raphaël. Ça va, j'ai pas dit de bêtises jusque-là ? Un peu sur mon âge, je suis 6 mois plus jeune que ça, mais ça va. C'est quoi un glypticien ? Un glypticien, ça n'existe pas. C'est un néologisme qui a été créé dans les années 90, qui était pour nommer le travail sur la pierre dure à un moment où on faisait un répertoire des métiers d'art. C'est-à-dire le travail de sculpture, de gravure sur la pierre dure ? Alors pour moi, c'est un mot que maintenant je m'y suis habitué évidemment. Et je suis quand même un artisan dans ma vie. Mais je n'aime pas trop parce que c'est technicien et je trouve qu'il occulte la partie artistique de ce travail qui est donc la gravure et la sculpture. Je suis un graveur-sculpteur sur pierre dure et pierre fine. D'accord. Et je pratique la glyptique, l'art de graver les pierres. Alors Philippe, elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Notamment votre enfance. Vous étiez un enfant créatif, un enfant manuel déjà ? J'ai eu pas mal de problèmes pendant mon enfance, parce que mes parents sont séparés, j'étais très jeune, j'étais très en retard à l'école, j'avais beaucoup de problèmes de santé, d'oreilles, de tout ça, et donc j'étais pas en avance, et je pense qu'à ce moment-là, je dessinais beaucoup. Et ensuite, j'ai été accueilli chez un oncle. Dans ma famille, on allait facilement visiter les châteaux, les monuments, aller voir des expositions de peinture, de sculpture, et je pense que une carrière comme ça ou une passion comme ça, elle naît d'une mémoire qui se crée, d'expérience, d'accumulation. Et j'ai toujours voulu être sculpteur, je pourrais dire. Ah oui ? Même Oui. tout petit. Et comment vous connaissiez ce métier ? Il y avait des artisans autour de vous ? Pas du tout. Ce métier, je l'ai découvert pareil au fur et à mesure du temps avec mes études à l'école Boulle. Je suis rentré à l'école Boulle comme graveur sur verre. Oui, mais on ne rentre pas comme ça par hasard à l'école Boulle après la 3e. Il y a quelque chose là. Bah oui, bien sûr. Il y a que je voulais pas faire un cycle normal et ça m'intéressait de m'orienter tout de suite vers un métier artistique ou une carrière artistique. Et ça, vos parents, ils l'ont bien pris ? Et ça leur faisait pas peur que vous changiez de voie ? J'avais la chance d'avoir une mère qui me faisait confiance. Et vous deviez avoir une sacrée détermination alors pour qu'on vous fasse confiance aussi jeune sur un parcours auquel on ne s'attendait pas. Oui, j'avais déjà la passion sûrement du dessin, de la sculpture. Les pierres, non. C'est né au fur et à mesure. Quand j'ai découvert l'atelier de gravure sur verre, je savais qu'il y avait après un atelier de gravure sur pierre aux Beaux-Arts de Paris, que j'ai fait après. C'était un petit peu le but, que je commence par la technique sur verre et qu'après je continue sur la pierre. Vous voulez dire que quand vous avez commencé et choisi donc votre spécialité à Boulle, vous aviez déjà cet objectif ? Sûrement, oui. D'accord. Bien sûr. J'aimais bien cet outillage, cette confrontation avec la matière, l'échelle du travail et tout ça, ça me convenait. Vous vous souvenez de votre professeur à Boulle ? Très bien, très bien. Je suis l'un des 2 derniers élèves de l'école, de cet atelier. Cet atelier a fermé après. Et après, aux Beaux-Arts, pareil, l'atelier a disparu depuis. J'ai un bon souvenir, c'était un professeur qui n'avait pas beaucoup d'expérience professionnelle, je dirais, qui n'était pas très artiste, mais qui nous montrait. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est de montrer la voie. Après, c'est à nous de nous former artistiquement. Et ça, c'est les Beaux-Arts qui ont apporté ça ? Les Beaux-Arts et puis surtout les rencontres après les Beaux-Arts. J'ai fait très vite les Beaux-Arts
Diplômé, j'ai eu la chance de pouvoir être un petit peu professeur de travaux manuels ou de dessin dans les lycées pendant 2-3 ans, le temps de faire des rencontres dans la joaillerie en faisant du porte-à-porte. C'est-à-dire dans les maisons, vous êtes... Vraiment, on parle de porte-à-porte. Vraiment, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai eu la chance de rencontrer d'abord chez Marchac à l'époque, Monsieur Bertrand Dugommier, qui a commencé à me donner des petites choses à faire. Et puis comme ça, ainsi de suite, je suis allé chez Chaumet, après je suis allé chez Boucheron. Et petit à petit, j'ai eu la chance de commencer par des petites choses et d'évoluer au fur et à mesure. Et ça m'a permis de m'inventer moi-même un petit peu mon travail. Alors, j'entends pas parler de maître pour l'instant. Vous n'avez pas fait d'apprentissage dans un atelier? Vous n'avez pas eu un maître au-dessus de vous? Pas du tout. J'ai jamais eu de maître. Et j'ai un petit peu... À l'époque, c'était très compliqué parce que quand vous rentriez dans un atelier, on disait les secrets d'atelier se transmettaient pas beaucoup. Non, j'ai évolué vraiment tout seul. Tout seul. Vous résolviez tout seul vos difficultés techniques? Exactement. Alors, à l'époque, c'était très compliqué. Soit vous étiez artisan, soit vous étiez artiste. Il faut savoir que à la CEMA, à l'époque, vous pouviez vous inscrire à la CEMA comme artisan, mais après, si vous vouliez être artiste, il fallait vous inscrire à la Maison des artistes. Et moi, j'ai toujours été artiste. C'est-à-dire que je n'ai pas pris ce métier-là, ce travail, comme un travail d'artisan. J'ai refusé certaines choses qu'on me donnait à faire parce que pour moi elles étaient trop artisanales dans le sens où il n'y avait pas de créativité, où on ne me laissait pas la place de la création. Donc vous avez toujours eu cette exigence-là d'appliquer votre créativité? Toujours, et aujourd'hui encore, je me prétends artisan dans le sens où je vis de mon travail, mais je me prétends artiste parce que mon travail, c'est un travail de confrontation avec la matière, et c'est au fur et à mesure de ce travail, en inventant ses outils, sa technique, que l'œuvre se crée. On dit c'est un travail de beaux-arts, c'est pas un travail d'artisan. C'est un travail d'artisan d'art. Voilà, oui. Oui, non, mais j'ai des mauvais souvenirs parce que c'était très pénible. Quand vous étiez artiste, vous n'aviez pas le droit de travailler avec la joaillerie. Quand vous étiez artiste et que vous travailliez avec la joaillerie, vous n'aviez pas le droit de vous inscrire au syndicat des sculpteurs parce que vous étiez dans la joaillerie. Fallait expliquer que vous faisiez de la taille directe. Enfin, c'était très très compliqué. Pour moi, c'était trop compliqué, quoi. Donc, vous vous êtes inscrit comme artiste, mais voilà. Vous avez monté un atelier d'artisan. Oui, j'étais artiste et je proposais mes services aux joailliers. Et comment vous avez fait pour monter votre atelier si jeune comme ça, indépendant? Ça coûte cher de monter son atelier? Non, j'avais une cuisine et je travaillais dans ma cuisine. Ah ben voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez été indépendant pendant 35 ans. 35 ans. Et vous avez eu beaucoup de personnes qui ont travaillé avec vous à l'atelier? Pas trop. J'ai travaillé très très longtemps, vraiment tout seul. Et vous l'aimez cette solitude-là, ce calme? Oui, tout à fait. Oui. J'aime beaucoup travailler en collectivité, travailler avec d'autres personnes. J'adore partager. Mais c'est un travail qui demande quand même beaucoup d'abnégation, qui demande beaucoup de patience et de temps. Et l'avantage d'être chez soi, c'est qu'on peut passer le temps qu'on veut. On n'a pas de limite. Ouais. Ça demande beaucoup d'abnégation. Pourquoi? Bien parce que c'est ce temps qu'on y passe. Il faut quand même un certain sacrifice personnel quand même, parce que je travaillais à l'époque vraiment, je faisais bien mes 60-70 heures par semaine, quoi. Vous aviez une famille? On peut construire une famille? Bien sûr, je travaillais à la maison et tout le monde savait que je travaillais. On vous laissait tranquille? Oui. Alors parlez-moi un peu de ce métier-là, de ces pierres-là. Cet amour des pierres, il vous est venu en même temps que l'amour du savoir-faire? L'amour des pierres, il est venu avec ma technique, il est venu aussi avec les rencontres et bien entendu certaines personnes dans le métier qui m'ont fait découvrir les pierres peut-être d'une autre manière que je l'aurais découverte dans le milieu de la joaillerie. C'est-à-dire, elles venaient d'où ces personnes-là, si elles n'étaient pas dans le milieu de la joaillerie? C'était des joailliers, je pense. C'était des joailliers qui avaient une vision personnelle de la joaillerie et qui m'ont fait confiance et qui me passaient des commandes particulières. Qui me passaient commandes de sculpture. Et on avait la même passion et des pierres et de la manière de les travailler.
Vous avez des favorites, des pierres que vous aimez tout particulièrement? Est-ce que peut-être ça change en fonction de votre Non, vie? j'ai pas de. Souvent, on me pose cette question-là. Je réponds à la pierre que je n'ai pas encore travaillée. Ouais. Mais Vous êtes un chercheur. en fait, ça va avec ma démarche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je recherche l'outillage. Bon, évidemment, avec l'expérience, maintenant, Ça va je plus vais vite. beaucoup plus vite. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Mais pour moi, si vous voulez, une pierre, les pierres, je les découvre tous les jours parce qu'elles sont habitées évidemment des stigmates de leur vie, de leur naissance, de leur parcours. C'est des pierres, comme dit Roger Caillois, qui sont un petit peu des pierres endormies de la nuit des temps, qui nous survivront. Et donc, j'apprends à travailler avec ces pierres, avec leurs défauts et les mettre en valeur. Vous avez déjà travaillé des météorites? La météorite, c'est pas vraiment une pierre pour moi, c'est un minéral, mais c'est pas vraiment les pierres que je travaille. Oui, la météorite, oui, ça m'est arrivé de faire des commandes de météorites, oui. Ça me fascine les météorites. Voilà, c'est un matériau qui est particulier, qui se travaille un petit peu comme du métal, plus que comme de la pierre. D'accord. Mais cela dit, sans parler de météorites, en fait, on rejoint aussi cette idée d'infini et d'éternité dans les pierres que vous travaillez. Je sais que vous travaillez du bois calcifié, qui a plusieurs millions d'années. C'est quelque chose qui doit résonner en vous, j'imagine, ce Voilà, rapport au temps. alors ce qui m'intéresse par exemple dans le bois pétrifié, c'est évidemment l'histoire de ce bois et de le faire revivre, c'est cette résilience un petit peu que je lui donne, enfin c'est une seconde vie pour ce bois et ce que j'aime bien aussi, c'est évidemment dans ces pièces que je réalise, c'est les personnes qui les acquièrent et qui à leur manière font continuer à leur mesure la création, c'est ça qui m'intéresse. Vous pensez à ça? Vous pensez au client qui va porter cette pièce? Je pense pas à la cliente, mais je pense à cette pièce, oui, qui va continuer, bien sûr. À la transmission de votre geste à travers cet objet? Pas seulement de mon geste, mais sûrement avec l'originalité de la création, la réalisation aussi, oui. Donc c'est une façon de vivre encore, de vivre pour toujours? Ah bah, de toute façon, c'est ce que Malraux appelle l'antidestin, bien sûr. L'artiste, d'une manière ou d'une autre, bon, moi j'y pense pas, c'est pas un problème quotidien, mais c'est vrai que quelque part, vous avez quand même cette chance de pouvoir avoir après une seconde vie quelque part, oui. On a parlé des outils, vous fabriquez vos propres outils? Alors en fait, en apprenant la gravure sur verre aussi, vous apprenez à confectionner vos outils. Les pierres se travaillent par usure, comme le verre. Et selon le support que vous prenez, donc vous prenez un abrasif qui est plus dur que la pierre. Et après, vous prenez un support qui peut être du fer, du laiton, du cuivre, du bois. Et selon le support, l'abrasif que vous utilisez, vous obtenez un résultat plus ou moins recherché qui va pour les bouchages jusqu'au doucis poli, les supports, les grains. J'ai rien compris, mais j'adore. Ça va, c'est pas trop technique, c'est simple. Hein. Vous avez un abrasif, vous frottez et vous usez la pierre. Voilà. Voilà, c'est très simple. D'accord. Alors justement, ce que vous expliquez, c'est comme vous fabriquez vos outils, pierre par pierre, vous travaillez votre méthode, votre savoir-faire, donc en fait vous innovez tout le temps, vous. Par définition, vous innovez tous les jours. En tant que maître d'art, je pense que je suis obligé d'accompagner quand même cette innovation. Et chez Cartier, oui, c'est important, c'est-à-dire que nous sommes toujours attentifs aux nouvelles technologies. Et en pierre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations. Et moi, j'accompagne cette innovation avec mon expérience. C'est des innovations d'outils, de machines? C'est l'outillage, c'est l'innovation d'outillage informatique, technologique, 5 axes, enfin voilà tout ça. Moi je transmets le travail fait main, l'approche de la pierre, la connaissance de la pierre, des techniques traditionnelles, dites ancestrales. Et je pense que mieux on les connaît, plus c'est facile d'utiliser l'innovation aussi, et aussi d'être créatif avec l'innovation. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'être ouvert à l'innovation pour la création. C'est la création qui va faire vivre ces métiers-là aussi dans le futur. Donc il faut être attentif à l'innovation. Mais c'est ce que je voudrais réussir à transmettre par ailleurs. C'est-à-dire ce sens de l'innovation, de la débrouillardise presque? C'est plutôt avoir un certain esprit quand on travaille, savoir le mettre en avant, le mettre en valeur, et c'est ça qui m'intéresse.
Un certain esprit de chercheur? Un esprit d'artiste, c'est-à-dire... Comment on transmet un esprit d'artiste? Ça, c'est toute la question. Non, c'est simplement d'être un petit peu conscient de ce qu'on fait, de faire une pièce unique et authentique, ne pas avoir de compromis. Et voilà, et dans mon atelier, on crée, on conçoit, on réalise les pièces. On les réalise aussi avec d'autres personnes. Dans la joaillerie, il y a les sertisseurs, les lapidaires, les joailliers. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce dont vous parlez là, c'est des valeurs et c'est des qualités personnelles que vous transmettez à vos apprentis, alors d'une certaine manière. Alors là, c'est difficile. Transmettre, c'est un peu un acte de générosité et après qui dépend de la personne qui est en face de vous. Ça marche pas toujours. Moi, j'ai la chance d'être un maître d'art qui a encore mon élève à côté de moi, qui travaille avec moi depuis 12 ans. Et maintenant, j'ai d'autres élèves. Je dirais, pour être moderne, que selon le business plan des personnes, c'est pas toujours comme on l'imagine. Il faut pouvoir s'inscrire dans un temps aussi long. Alors, pour acquérir cette technique-là, il faut plusieurs années. Maintenant, après, selon comment vous êtes doué, selon ce que vous voulez faire, jusqu'où vous voulez aller, la glyptique, ça comprend la gravure en intaille ou en relief, le camé par exemple. Et après, aujourd'hui, de manière plus générale, on parle de glyptique pour aussi le rond de bosse, la sculpture. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez y passer beaucoup de temps. Il faut beaucoup de sacrifices. C'est pas très moderne comme travail quand même. Réaliser une pièce par an, c'est pas facile quand même. C'est pas les rythmes contemporains, ça c'est sûr. Mais alors justement, vous qui formez depuis maintenant 12 ans, transmettez depuis 12 ans à cet élève que je viens de voir dans votre atelier, est-ce que, devenant professeur vous-même, vous vous mettez à sa place et ça vous manque pas a posteriori de ne pas avoir eu de maître? Ça me paraît fou en fait que vous soyez un maître tellement important pour ces personnes, mais que vous n'en ayez jamais eu. Je sais pas quoi répondre. Bah oui, je comprends. Voilà, je partage avec vous mon ébahissement. Non, j'ai jamais réfléchi à ce problème-là. Ce que je voudrais surtout, c'est, si vous voulez, ce que je lui donne, c'est des raccourcis. C'est ça qui m'a manqué, moi, en fait. C'est d'avoir des gens qui me permettent d'aller plus vite. Et ce que j'essaie de leur transmettre, c'est non pas ma vision des choses forcément, mais leur permettre d'aller plus vite dans l'exercice de ce qu'elles veulent réaliser. C'est ça qui m'intéresse. Alors on dit elles parce que c'est vrai, j'ai vu que des femmes dans l'atelier. C'est un hasard, il y a déjà eu des hommes Il doit y en avoir, moi j'en suis un, mais oui. Après, il y en a... Non, je n'ai pas été approché par des jeunes des femmes hommes, qui sont venues vers vous. Ouais. Je fais vraiment un travail de... C'est assez fin comme travail et peut-être... Enfin, c'est idiot ce que je dis, j'en sais rien. Oui, c'est comme ça en tout cas. Pour l'instant, c'est comme ça et il doit sûrement y avoir d'autres personnes qui m'approcheront un jour. Ah, attention, alors j'arrive avec ma question. Si je vous parle de sensualité dans les métiers d'art, vous voyez ce que je veux dire ? De mon point de vue, oui. Après, je pense que selon les métiers, il peut s'exprimer d'une certaine manière. Dans votre métier à vous, est-ce que vous faites un métier sensuel ? Tout à fait, bien sûr. Je fais un métier qui touche à la matière, qui... Moi, dans mon travail, ce qui est reconnu le plus, c'est la manière comment je finis les pièces. J'ai jamais poli une pièce comme on peut faire par ailleurs, c'est-à-dire qu'on polit les pierres. Moi, le poli des pierres, je l'amène au fur et à mesure en patinant les matières. Ça prend beaucoup de temps quelquefois. Certaines fois, on dit que ça sert à rien parce qu'on voit pas la différence. Mais quand on apprécie mes pièces, après, on dit ah bah oui, peut-être qu'il y a quelque chose de différent, mais on sait pas quoi. Vous voyez tout de suite la différence. Ah oui, tout à fait. Et vos élèves aussi, j'imagine. C'est ce que je leur transmets. Oui. Ouais. Donc après avoir eu votre atelier, vous avez rejoint la Maison Cartier. Est-ce que ça vous a fait plaisir qu'une maison comme celle-là s'investisse dans la transmission ? Mais pour moi, j'ai toujours estimé que les joailliers devaient s'investir non pas forcément dans la transmission, mais dans l'intérêt de rendre pérennes certains savoir-faire qui, pour moi, étaient ou sont plus ou moins en voie de disparition. Et ça me paraissait évident qu'une grande maison s'investisse dans cette transmission. Pourquoi il est en disparition, votre savoir-faire ? C'est par la création, en fait. Je crois que tous les métiers, quels qu'ils soient, c'est la création qui les rend plus ou moins actuels.
Si vous oubliez un secteur ou quelque chose, si vous ne vous en occupez pas, il disparaît. Parce Et qu'il sort de l'imaginaire collectif? Les gens ne s'y attendent plus? la glyptique, l'art de graver les pierres, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Parce que ça fait partie de l'histoire de notre humanité. Les hommes, pour parler de la glyptique, ont toujours gravé des pierres, que ce soit sur des parois de grottes ou après pour faire des bijoux, pour faire des intailles. On a toujours gravé les pierres. Entre les années 70 et 80, c'était facile de délocaliser certains savoir-faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne à Paris qui peut faceter une pierre correctement. Ils sont où, les savoir-faire? Ils sont en Inde? Oui, ils sont en Inde, à Madagascar, à Bangkok, à Hong Kong. Et qui les forme? Comment? Il y a des écoles là-bas Alors là, on parle de savoir-faire plutôt d'artisanat. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de continuer à considérer ce travail-là comme un travail artistique. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de former des artistes qui réalisent des pièces uniques. Pour moi, l'authenticité dont on parle dans les maisons du luxe passe par là, c'est-à-dire un travail authentique. L'authenticité, c'est l'unicité? Dans le luxe, je pense que ça en fait partie aussi, oui, bien sûr. Si vous commencez un petit peu à reproduire d'une certaine manière, vous banalisez, tout à fait. Et là, on parle de haute joaillerie, donc ce sont des pièces uniques avec des pierres uniques, un travail authentique, oui, ça en fait partie. Et ce à quoi il faut être attentif en règle générale avec ces métiers-là d'art, c'est la banalisation. La technologie permet beaucoup de choses, mais il faut toujours garder à l'esprit de faire des choses qui créent l'émotion. Et bien souvent, l'innovation aussi a tendance un peu à gommer cette partie-là. L'émotion. Oui, l'émotion de la personne qui a réalisé la pièce, encore une fois, authentique, unique, et cet esprit. Je crois que c'est important d'être vigilant, de le préserver et de le transmettre, bien sûr. Alors, depuis que vous êtes à la tête de cet atelier chez Cartier, est-ce que vous êtes moins à l'établi? Quand même, oui, évidemment. Mais c'était le but aussi, c'était de donner un futur à cet atelier que je crée chez Cartier et donc de le pérenniser aussi. Donc, obligatoirement, il y a une organisation, il y a beaucoup de choses, oui. Ça vous manque? Oh oui, énormément. Énormément. Et si vous voulez travailler chez vous, vous pouvez? Vous avez le matériel? Oui. Si le dimanche, ça vous démange? Je travaille tous les jours. Ah oui? Oui. Le samedi, le dimanche? Oui. Incroyable. Donc c'est vraiment une obsession. Je travaille pas les pierres, je travaille l'organisation, je travaille des idées de dessin que je peux avoir. J'essaie de m'alléger pour les journées et quand je suis à l'atelier ici, comme ça je peux travailler. Et vous arrivez à partager cette obsession-là avec les gens qui vous aiment, avec votre famille? C'est pas une obsession, c'est une passion. Oui, j'ai la chance d'avoir toujours ma femme qui m'a connu à l'école Boulle à l'âge de 16 ans et qui donc... Elle était artisan elle-même? Non, pas du tout. Elle était à l'Éducation nationale. D'accord. Elle m'a suivi dans mon parcours et oui, il y a une compréhension, bien sûr. Et vos enfants, est-ce qu'ils dirigent vers des métiers manuels également? Non, c'est là où je pense que la transmission pour ce travail-là, c'est pas quelque chose qui est évident. Si vous voulez, vous posez pas la question si Michel-Ange a fait des enfants qui sont devenus forcément des grands sculpteurs. Je pense que encore une fois, ce travail, c'est le résultat d'une mémoire que vous avez en vous, d'expérience, et c'est ça qui... Mais j'imagine que vous, vos enfants, vous les avez initiés à la beauté? Ah oui, alors ils vont facilement à des expositions, ils vont facilement, bien sûr, ils s'intéressent à tout ça, mais peut-être qu'ils ont vu ça, comme vous disiez, finalement, comme une obsession qui prenait du temps, qui prenait, oui, peut-être, je sais pas comment on pourrait dire. J'ai peut-être pas donné le meilleur exemple, sûrement. Je comprends.
Alors j'ai une question, vous répondez comme vous avez envie de répondre, mais je trouve que c'est important d'en parler, c'est la réalité économique d'une vie d'artisan d'art. Vous avez bien gagné votre vie, vous ? Ah oui, très bien. Très bien. J'ai jamais eu de problème d'argent. C'est vrai ? Parce que ça m'obsède pas. Et puis, ça n'a jamais été un but. J'ai gagné l'argent suffisamment pour vivre et ça m'a jamais posé de problème. D'accord, mais c'est beau de pouvoir dire ça. Bah sûrement, je sais pas. Vous devez avoir quand même pas mal d'amis artisans d'art autour de vous. Vous savez que c'est un métier qui fascine beaucoup, mais qui paye pas toujours très très bien. Alors déjà, ça moi, peut quand être je suis difficile. rentré dans une grande maison, j'étais un petit peu le vilain petit canard qui avait fait Ah oui, c'est un intéressant. pacte avec le luxe. Ouais. Moi, j'ai aucun complexe par rapport à ça, parce qu'encore une fois, l'argent ne m'intéresse pas du tout. C'était surtout pour m'aider à pérenniser toujours et à transmettre. Et donc, ça me paraissait évident que les grandes maisons, et je trouve qu'elles-mêmes, elles ne s'investissent encore pas assez. Je pense qu'il y a largement encore à faire. Mais oui, je veux bien imaginer que vous avez senti un certain jugement de vos pairs. C'est ça, parce qu'il y a une certaine indépendance liée au destin d'artisan d'art qui n'était pas comprise. Mais c'est là où je me prétends vraiment artisan, c'est-à-dire que pour moi, si je n'avais pas gagné ma vie avec mon métier, là j'aurais vraiment souffert. Et je pense que oui, ces métiers-là survivront que si vous faites la preuve que vous pouvez en vivre. Bien sûr. Si vous formez des gens pour avoir des métiers avec lesquels ils ne peuvent pas vivre, c'est compliqué quand même. Bien sûr. Donc pour moi, c'était obligatoire. Alors peut-être que je suis peut-être un peu plus bagarreur que certains, j'en sais rien, mais c'est obligatoire. Vous aimiez vendre ? Ah oui, j'aime bien vendre, mais je ne suis pas capable de gagner de l'argent. C'est vrai que peut-être que dans une autre vie, avec une autre éducation, avec mon éducation judéo-chrétienne de ma famille bien chrétienne, gagner de l'argent en faisant du commerce, c'était pas forcément bien vu, donc je sais pas le faire, je sais pas me vendre. D'accord. Et pourtant, je pense que je me suis bien vendu à Oui, mon niveau. J'ai l'impression que vous en êtes pas trop mal sorti. D'accord, alors justement, vous sentez la différence du regard de la société sur les métiers d'art depuis le moment où vous avez commencé il y a maintenant 30 ans et aujourd'hui? Est-ce que vous sentez une différence de la perception sur vos métiers? Je pense que les grandes maisons sont quand même de plus en plus attentives à faire vivre ces savoir-faire. Ça, c'est une chose. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir faut pas que ça reste du bruit et beaucoup de bruit et à la fin on n'entend plus rien. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit pris au sérieux. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir faire vivre ces métiers dans la reconnaissance et la considération des personnes qui l'exercent. Parce que c'est évidemment l'esprit, encore une fois, des personnes qui travaillent, on dit en joaillerie, qui travaillent à la cheville, c'est-à-dire ceux qui sont à l'établi, qui créent l'émotion de la pièce. Donc si vous n'avez pas de reconnaissance auprès de ces personnes-là, ce travail risque de disparaître. Parce que vous avez besoin, comme tout le monde, d'un petit peu de reconnaissance, que ce soit une reconnaissance financière. Aujourd'hui, très facilement, on met plus en avant de l'innovation, on met plus en avant des designers, mais on oublie bien souvent que s'il n'y avait pas ces personnes à la cheville, les designers ne réaliseraient rien. Donc il faut quand même un petit peu avoir de la considération pour ceux qui choisissent de travailler de leurs mains. Considération, concrètement, vous voulez dire mieux payé ? Mieux payé et puis quelquefois de la considération. Depuis que j'ai commencé, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que tu as signé tes pièces? Est-ce que tu signes tes pièces? J'ai jamais signé une pièce. Est-ce que c'est toi qui as créé cette pièce-là? Non, j'ai pas créé cette pièce-là. On m'a commandé une tête de cheval, j'ai fait une tête de cheval. Voilà. Après, je l'ai faite avec mon âme, avec mon cœur, et donc elle m'appartient, c'est tout. Mais pourquoi vous signez pas? Parce que c'était pour les maisons. Parce que si vous signez pour une maison, vous n'avez pas la commande.
D'accord. Voilà, donc c'est ça le problème aujourd'hui. Cette reconnaissance, oui, elle peut passer aussi par la signature. Les maîtres d'art aujourd'hui ont beaucoup de mal à vivre parce que on ne les autorise pas à, même quelquefois, à communiquer sur leurs pièces. Moi, d'autorité, depuis quelques années, je le fais sans demander l'avis à personne. Maintenant, j'ai jamais signé mes pièces, mais bon, je les montre sans... J'en parle facilement, je me gêne pas. Vous prenez cette liberté-là. Je prends cette liberté-là. Vous avez eu des anges gardiens professionnels, Philippe ? Sûrement. Je pense au président actuel de quartier, Cyril Vigneron, qui m'a permis de participer à Homo Faber à Venise. Alors Homo Faber, c'était un magnifique événement autour des métiers d'art qui a été organisé par la Fondation Colonie, qui appartient au groupe Richemont, et qui a mis en scène les métiers d'art européens de manière tout à fait exceptionnelle au mois de septembre, et ça aura lieu à nouveau en 2020. C'est là que je vous ai rencontré, moi, Philippe. C'est l'occasion de rencontrer des gens de tous les jours, des Vénitiens, des Italiens, des gens du monde qui sont passés à Venise. J'ai eu le plaisir de les rencontrer et de leur présenter mon travail. Vous avez eu beaucoup d'intérêt, je le sais, parce que votre stand était pris d'assaut. Vous parliez comment à ces gens-là de l'Europe entière ? Vous parliez en anglais ? J'essayais de parler en anglais. Oui, c'est ça. Non, mais on parlait... En fait, je présentais mon travail plus que parler. Les gens étaient surpris de voir comment on pouvait encore travailler des pierres comme ça, en taille directe, avec si peu d'outillage. Ah oui, c'est ça qui les fascinait. Ce qui les fascinait, surtout la question qui revenait souvent, c'est l'imagination qu'on a au travers des... Comment les pierres nous inspirent. Ah oui, comment les pierres sont le point de départ de votre créativité, c'est ça ? C'est le travail que je réalise chez Cartier aujourd'hui, c'est-à-dire que j'utilise des pierres, encore une fois, qui quelquefois n'ont pas toujours d'intérêt pour la haute joaillerie et qui permettent d'imaginer des pièces extraordinaires. Ouais. Ça, c'est fascinant. Et donc, alors, Homo Faber, ça a été un bon moment pour vous de partager, parce que vous voyez rarement, en fait, le public. Voilà, c'était l'occasion de rencontrer des gens. Il y avait même des écoles qui passaient avec des enfants qui découvraient tout ça. C'était très agréable. Mais on était sur les anges gardiens. Donc, vous avez cité Cyril Vigneron. Vous pensez à d'autres anges gardiens qui vous ont accompagné ? Avant Cyril, j'ai eu la chance d'avoir monsieur Stanislas de Quercys, qui lui, m'a fait nommer chevalier des arts et des lettres. C'était une surprise, puisque en fait, je l'ai appris 4 mois après que le décret soit passé. C'est pas possible. Comment ça se fait ? C'était un samedi matin, j'étais dans mon atelier, ma femme m'a apporté le courrier. Et là, j'ai découvert que le ministère de la Culture me nommait chevalier des arts et des lettres via le comité Colbert. Et c'est toujours agréable de rencontrer les autres personnes dans ce type de cérémonie. Le comité Colbert, comme ça, désigne des personnes dans les maisons du luxe qui ont un parcours important dans ces maisons. Et c'est des gens de tous origines, très simples et qui ont consacré leur passion à leur métier. Enfin, c'est toujours agréable de rencontrer ces gens. C'est des cuisiniers, c'est des sommeliers, c'est des couturières, ce sont des dentelières, des céramistes, des graveurs sur verre. C'est beau. Et c'est important pour vous d'avoir eu cette distinction ? Non, parce que je l'ai pas demandé, je m'y attendais pas, mais disons que, je sais pas si je peux le dire, Sancho disait à Don Quichotte, chevalier, ne mourrez pas monsieur, vivez, il serait dommage que de nos jours on meure sans que personne ne vous tue et que ce soit les mains de la mélancolie qui ne vous étranglent. Et en fait, j'aime bien cette phrase parce que j'y pense souvent. Je me dis, ce sont des métiers dits ancestraux, mais il ne faut pas être mélancolique, il faut au contraire aller de l'avant et montrer qu'ils sont actuels et toujours d'actualité. Et chevalier, peut-être que c'est ça aussi, se bagarrer contre... Vous êtes un chevalier aujourd'hui. Oui, je suis assez fier. Qu'est-ce que vous aimez dans la maison Cartier ? Ce que j'ai aimé, c'est le discours de M. Fornas, qui lui m'a invité à rentrer dans la maison, à fonder cet atelier. C'est quand même un atelier unique au monde, dans une grande maison où vous transmettez
C'est-à-dire que les personnes dessinent et conçoivent et réalisent. Et ça, c'est unique, un atelier glyptique comme ça dans une grande maison. Alors après, les maisons comme la maison Cartier sont des maisons qui évoluent énormément et j'ai la chance de vivre ça au quotidien. En termes de création, l'évolution? En termes de création, j'ai appris, oui. J'ai appris énormément. Les personnes qui travaillent avec moi apprennent aussi tous les jours. Oui, c'est... Est-ce que ça permet aussi de créer des pièces encore plus... sans avoir aucune limite, par exemple pour la recherche de matière, pour la Alors ça, c'est compliqué de parler de tout ça parce que apprendre à travailler dans une grande maison comme ça, c'est aussi apprendre à réaliser ensemble. Il y a des briefs, il y a des limites quand même, bien sûr. Oui, je voulais dire plus sur les limites sur l'acquisition des pierres en réalité. Parce que peut-être que quand on est indépendant, on ne peut pas avoir accès aux mêmes ressources que quand on est soutenu par une maison. C'est vrai que depuis que je suis dans la maison, je travaille des pierres que je travaillais moins en indépendant, des pierres peut-être un peu plus précieuses. Je faisais peut-être des pièces moins importantes, sûrement. Ça doit être satisfaisant, ça. Oui, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire encore plus. C'est vrai. Ouais. C'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique, même si j'ai l'impression que vous êtes très comblé? À vrai dire, pas grand-chose, sauf continuer à faire parler ces métiers, continuer à faire parler ces artisans d'art, ces maîtres d'art. C'est un engagement aussi, être maître d'art, c'est aussi parler de ça et de le défendre. Une fois, j'avais dit que j'aimais bien Le Petit Prince qui demandait comme ça, qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser? Apprivoiser, ça veut dire s'en occuper. Et je crois que si on ne s'occupe pas de ces métiers, de ces maîtres d'art, ils ne survivront pas, ouais. C'est comme ça pour de nombreux métiers, ça fait partie de notre culture, c'est transmettre un petit peu notre histoire au travers notre travail. D'accord, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Merci Philippe Nicolas. Merci. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.